Le Pentagone n'a pas seulement publié des dossiers sur les ovnis, il a aussi révélé des preuves de phénomènes jugés impossibles. Il ne s'agit pas de rumeurs ou de fuites. Le Pentagone ne parvient toujours pas à expliquer ces rencontres documentées. Et le plus inquiétant, ce sont les choses qu'ils veulent que vous voyiez. Numéro 50. En septembre 2023, le FBI essayait de comprendre ce qu'un opérateur de drone sur un site américain venait de voir. Dans une vidéo déclassifiée, l'homme raconte que lui et ses collègues ont vu une lumière brillante au-dessus de l'horizon. Entouré d'une lueur éblouissante, l'objet était, je cite, gris métallique, linéaire, d'environ 1 à 2 longueurs d'hélicoptère Black Hawk, et certainement plus grand qu'un drone. Cela ressemblait à un véhicule, sans échappement ni aile. Il planait à environ 1500 mètres et se déplaçait d'est en ouest. En 5 à 10 secondes, il avait disparu. Effrayé, l'homme restait nerveux cette nuit-là, alors qu'une tempête frappait la ville. Soudain, sa télévision s'est éteinte dans sa chambre d'hôtel. Il a dit au FBI que pendant les 2 nuits suivantes, il pouvait à peine dormir, et quand il y arrivait, son esprit était tourmenté par d'étranges rêves. Avait-il établi un contact ? Pour mieux comprendre, revenons au moment où toutes ces discussions sur les ovnis aux États-Unis ont vraiment commencé. Numéro 49. Après la Seconde Guerre mondiale, les renseignements américains et britanniques enquêtaient sur la possible création de superarmes par les scientifiques nazis. Ils avaient effectivement les fusées V1 et V2, mais des documents déclassifiés nous montrent que quelque chose a été aperçu dans le ciel au-dessus de l'Europe, et ce n'était pas une fusée. Le 4 novembre 1948, un document top secret des forces aériennes américaines en Europe déclarait « Depuis un certain temps, nous sommes préoccupés par les rapports récurrents concernant des soucoupes volantes. L'une de ces machines a été observée, je cite, en train de planer au-dessus de la base aérienne de Neubiberg pendant environ 30 minutes. Les autorités américaines, perplexes, ont écrit que ces engins pourraient dépasser le cadre actuel de notre réflexion en matière de renseignement. Numéro 48. Dans un rapport secret, l'une de ces machines a été décrite comme ayant une maniabilité extrême et une capacité apparente à presque stationner sur place, avec une forme s'approchant d'un disque ovale surmonté d'un dôme à la surface. La capacité de disparaître rapidement à grande vitesse, ou par désintégration complète, la capacité de se regrouper ou de former très rapidement une formation serrée. Aucune construction humaine ne pouvait faire cela, alors qu'avait-il vu ? Numéro 47. L'un des hommes chargés de comprendre ces machines à l'allure extraterrestre était le directeur du FBI J. Edgar Hoover. Des dossiers déclassifiés révèlent qu'il n'y croyait pas. Mais chaque semaine, un nouveau document sur les ovnis arrivait sur son bureau. L'un d'eux montre que le 9 octobre 1967, une femme s'est présentée au bureau du FBI à Dallas. Elle a affirmé qu'en juillet de cette année-là, elle avait été enlevée par des extraterrestres. Citation. Un être venant d'une autre planète, qui avait pris une forme terrestre, l'a emmenée dans le ciel à bord d'un vaisseau spatial et lui a donné des informations importantes. Elle a affirmé que les extraterrestres lui avaient dit que le 22 mai 1962, les forces américaines avaient tiré un missile sur un ovni au-dessus de l'Afrique, mais que l'appareil s'était protégé à l'aide d'un champ de force. Elle a également allégué que les forces américaines avaient suivi un autre ovni au-dessus de l'Antarctique, le 20 août 1967. La femme a insisté que vérifier ces incidents prouverait l'authenticité de son histoire, mais elle a refusé de donner son nom. Parce que, a-t-elle averti, les lanceurs d'alerte sur les ovnis avaient tendance à disparaître ou à connaître des fins malheureuses. Aussi étrange que cela puisse paraître, des affirmations similaires continuaient d'affluer dans les bureaux du FBI. Le 14 mai 1969, un homme nommé Larry Stevens a écrit au FBI. Il demandait aux agents d'enquêter sur des rumeurs concernant des hommes mystérieux, habillés en noir et conduisant des voitures noires, qui auraient intimidé des témoins d'ovnis, tout en se faisant parfois passer pour des agents du FBI. On peut facilement rejeter les personnes citées dans ces dossiers comme folles ou en quête d'attention. Mais beaucoup de rapports venaient de sources très crédibles. Numéro 46. 3 militaires du 147e escadron des liaisons et communications aériennes, stationnés à Guam, ont signalé qu'à 10h40 du matin, le 14 août 1946, ils ont vu 2 objets en forme de croissant filer au-dessus de leur tête. Ils pensaient aller 2 fois plus vite que le chasseur américain le plus rapide. Volant à environ 1200 pieds, les objets ont soudain effectué de fortes manœuvres en zigzag avant de disparaître. Cela peut sembler étrange venant de militaires, mais des rapports comme celui-ci ont continué jusqu'au XXIe siècle numéro 45. En 2 jours, en mai 2023, 7 agents fédéraux ont signalé des phénomènes inexpliqués dans le ciel de l'ouest des États-Unis. Premier événement.
3 équipes d'agents fédéraux ont signalé avoir vu 2 ou 3 orbes rouges lumineux dans le ciel nocturne. Selon leurs témoignages, les objets plus grands libérèrent de petits orbes, semblables à un vaisseau mère déployant des véhicules plus petits. Les petites lumières ont plongé puis disparu soudainement. Deuxième événement. Plusieurs agents ont décrit avoir vu une seule orbe rouge suspendue au-dessus d'un sommet rocheux, apparemment relié à celui-ci par ce qui ressemblait à une tige lumineuse. L'objet planait dans un silence total. Un témoin l'a comparé à l'œil de Sauron du Seigneur des Anneaux. Après être resté immobile pendant environ 1 minute, il a disparu. Troisième événement. 2 agents ont vu ce qui paraissait être une voiture circulant la nuit dans une zone interdite, mais quelque chose clochait. Le véhicule, affichant une lumière rouge et une lumière blanche, semblait flotter à environ 1 mètre du sol. Lorsque les agents se sont approchés, l'objet a glissé latéralement à travers le désert, avec, selon un témoin, une absence totale de résistance. À ce jour, ni le témoin ni les autorités américaines n'ont proposé d'explication définitive à ce qu'ils ont vu. Pour le prochain, on va faire simple. Simple mais fou. Numéro 44. Un portrait robot désormais déclassifié révèle ce que les témoins ont dit au FBI avoir vu dans le ciel. Sauf que cela ne s'est pas produit pendant l'hystérie des ovnis des années 40 ou 50. Cela s'est produit en 2023. Les témoins ont décrit un ellipsoïde métallique couleur bronze surgissant d'une lumière aveuglante avant de disparaître sans laisser de traces. Et ce n'est que le début. Numéro 43. Le 24 avril 1964, l'officier de police Lonnie Zamora poursuivait une voiture en excès de vitesse à Socorro, au Nouveau-Mexique, lorsqu'il a vu au loin une flamme et entendu un étrange rugissement. Il a pensé qu'il s'agissait peut-être de l'explosion d'un bâtiment, mais en s'approchant, il a remarqué que c'était en train de voler. Il n'y avait pas de fumée. Le rugissement a changé de fréquence. Il s'est approché en voiture et a vu un objet brillant à 2 jambes au sol, tandis que 2 personnes en combinaison blanche rôdèrent près de là. Était-ce une sorte d'accident ? Il s'est approché en voiture pour pouvoir aider, mais il y a eu un autre rugissement, et soudain, l'objet s'est élevé verticalement avec du feu qui jaillissait en dessous. Cette observation est connue sous le nom de l'incident de Lonnie Zamora. On n'a jamais établi ce qu'il avait vu ce jour-là, mais cela ressemblait beaucoup à ce qu'un haut responsable du renseignement américain a observé à un moment donné en 2025. Numéro 42. Ce dossier déclassifié est largement caviardé. Même le lieu n'est pas indiqué. Mais vers 17h, sur un site d'essai sécurisé aux États-Unis, un responsable a aperçu une sphère dans le ciel et entendu un bruit sourd, comme si elle avait touché le sol. Il a ensuite pris un hélicoptère pour enquêter. L'homme a déclaré qu'avec un autre responsable, ils ont vu un objet très chaud planer près du site où le premier objet avait atterri. Il est allé vers l'est puis le sud, semblant se séparer en 2 parties, chacune se déplaçant rapidement. Puis cela est devenu clair. 2 grands orbes flottaient côte à côte et semblaient s'illuminer. Elles étaient ovales, orange, avec un centre blanc ou jaune, et de la lumière en émanait. Soudain, une autre est apparue, puis une autre, jusqu'à ce qu'il y en ait 5 au total, toutes flottant un moment avant de disparaître. Les hommes les ont revues plus tard près d'une montagne, se déplaçant en ligne horizontale. Elles ont disparu, mais 3 d'entre elles sont apparues de nulle part en formation triangulaire. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont vu. Alors, sommes-nous observés ? Numéro 41. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer ce que les astronautes de la NASA ont vu en décembre 1972 lors de la mission Apollo 17. L'agence a pris une photo de ce qui semblait être 3 points dans l'espace vu depuis la Lune, chacun formant un triangle. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur ce qu'ils sont. Numéro 40. En 2025, le FBI a officiellement soumis une photo au Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du Pentagone, ou AARO, en tant que phénomène anormal non identifié. À première vue, la photo semble complètement vide, juste une autre image floue du ciel, mais en regardant de plus près, il y a un petit point noir. Ça ne ressemble à rien de spécial, mais cela ne peut pas non plus être expliqué. Comme la silhouette vue sur une autre image, celle-ci ressemblait à un hélicoptère, mais il n'y en avait sûrement pas dans le ciel lors de l'enregistrement. Parfois, ces objets s'approchent trop pour être rassurants. Numéro 39. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser.
Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Władysław Krasuski était un prisonnier de guerre polonais en 1944 lorsqu'il conduisait un tracteur près du camp allemand où il travaillait comme ouvrier. En approchant d'un marécage, le moteur s'est arrêté soudainement et il a entendu un sifflement au loin. Un garde-essai s'est vite arrivé et a aidé à redémarrer le tracteur. Les ouvriers n'y ont pas trop pensé jusqu'à 3 heures plus tard. L'équipe de travail a levé les yeux et a vu une sorte de véhicule s'élever verticalement dans le ciel. Il s'est lentement décalé sur le côté, puis a disparu derrière des arbres. Il était circulaire et mesurait entre 70 et 90 mètres de diamètre, de couleur gris foncé avec 2 sections principales. L'une des parties tournait rapidement, produisant ce que les documents nommaient un flou continu. Krasuski a raconté cette histoire à son arrivée aux États-Unis après la guerre. Il a juré que lui, et environ 18 autres membres d'équipage polonais, français et russes, avaient tous vu la même chose. L'information a été gardée secrète pendant de nombreuses années. Alors que les autorités américaines disaient aux gens qu'il n'existait pas d'OVNI, elles enquêtaient activement sur des histoires comme celles racontées par Krasuski. Mais parfois, les soucoupes n'étaient pas seulement des canulars. Numéro 38. Les documents déclassifiés contiennent des lettres échangées entre différents départements. Elles décrivent tout. Des phénomènes inexplicables aux enfants qui faisaient des farces, dans un pays qui devenait rapidement obsédé par les ovnis. L'une de ces lettres est datée du 11 juillet 1947, et elle révèle qu'une certaine Madame Easterbrook aurait trouvé une soucoupe volante dans le jardin de sa maison à Twin Falls, dans l'Idaho. Après avoir entendu un crash, elle est sortie enquêter, et a découvert 2 disques avec un dôme en plastique. Les médias américains ont annoncé que des soucoupes volantes avaient envahi Twin Falls. L'agent spécial du FBI responsable de l'enquête, Guy Bannister, s'est occupé de l'affaire. La presse a accusé le gouvernement américain de dissimulation, mais le FBI a affirmé que la soucoupe volante était en fait un engin créé par des enfants du coin. Peut-être que c'était le cas, mais cela ne veut pas dire que l'agence ne prenait pas d'autres observations au sérieux. Numéro 37. En 2024, les signalements de PN n'atterrissaient plus sur le bureau du FBI et étaient très rares, rarement, voire jamais. Ils ne parvenaient jusqu'aux journaux. Comme l'observation en octobre, lorsqu'un soldat anonyme en Syrie a signalé avoir observé une boule de lumière blanche difforme et irrégulière, il a décrit avoir vu plusieurs reflets, ou de la lumière émanant d'une origine inconnue. C'était juste un autre rapport qui est allé dans la catégorie des choses inexpliquées. Numéro 36. Le 23 septembre 1947, le général Nathan Twining, un officier très respecté qui deviendrait plus tard chef d'état-major de l'US Air Force, a rédigé une note classifiée intitulée « Flying Discs ». Twining ne plaisantait pas lorsqu'il a écrit « Le phénomène signalé est réel, et non imaginaire ni fictif ». Il a décrit les objets comme ayant des taux de montée extrêmes, une maniabilité remarquable, surtout en roulis, et des actions à considérer comme évasives. Il a admis qu'il n'était pas clair si l'appareil était piloté manuellement, contrôlé à distance ou fonctionnait automatiquement. Mais d'une chose il était certain, quoi que les gens aient vu, c'était réel. Et les témoins n'étaient ni des chercheurs d'attention, ni des obsédés des soucoupes volantes. Beaucoup étaient du personnel militaire formé, des pilotes et des observateurs habitués à identifier des aéronefs. Cela ne signifiait pas que Twining croyait que les objets venaient de l'espace. Sa principale préoccupation était tout aussi effrayante, qu'une puissance étrangère ait peut-être développé une forme révolutionnaire de propulsion en dehors de nos connaissances nationales. Puis, quelqu'un est mort en essayant d'en poursuivre un. Numéro 35. Le 7 janvier 1948, Thomas Mantell,
un pilote de 25 ans de la garde nationale du Kentucky, est mort en poursuivant ce qu'on lui avait dit être un ovni potentiellement dangereux. Plus tôt dans la journée, des citoyens ordinaires autour de Maysville, dans le Kentucky, à environ 80 miles de la base aérienne de Goodman, ont commencé à appeler la police locale pour signaler quelque chose d'étrange se déplaçant dans le ciel. Ensuite, d'autres appels sont arrivés. Les gens décrivaient un objet différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ce n'était pas une blague. La situation a empiré lorsque des membres de l'armée de l'air, dont un commandant de base et un colonel, ont aussi signalé avoir vu l'objet. Le colonel l'a décrit comme très blanc, ressemblant à un parapluie avec des bandes rouges autour de la partie inférieure. Plusieurs témoins l'ont observé pendant au moins 1 heure. À ce moment, 4 F-51 Mustang étaient en vol, dont celui de Mantell. Un avion a atterri pour se ravitailler, les autres ont reçu l'ordre d'intercepter l'objet. Mantell a vite signalé par radio. Il est là, au-dessus et devant moi, et paraît aller à la moitié de ma vitesse, soit environ 180 miles à l'heure. Il a décrit l'objet comme métallique et d'une taille énorme. 2 pilotes ont d'abord continué la poursuite, mais l'un d'eux a finalement fait demi-tour. Mantell a continué à monter, puis le contact radio a été perdu. Quelques instants plus tard, son avion s'est écrasé dans un amas enflammé. Le lendemain, les journaux affichaient des gros titres comme F-51 et le capitaine Mantell détruit en poursuivant une soucoupe volante. Les autorités américaines ont ensuite déclaré que Mantell poursuivait en fait un ballon Skyhook classifié, un dispositif top secret de recherche en haute altitude, dont on ne pouvait pas parler publiquement à l'époque. À ce jour, il subsiste encore des doutes sur ce qu'il a réellement vu. Tout comme dans le cas suivant, l'armée américaine n'arrive toujours pas à expliquer ce que son personnel voit dans le ciel. Numéro 34. En janvier 2024, quelque part au-dessus de la mer Méditerranée, près de la Grèce, un opérateur a signalé avoir aperçu un objet en forme de diamant, se déplaçant à environ 434 nœuds. Il l'a décrit comme ayant une sonde fixe en bas, et n'étant visible que lorsqu'on l'observait à l'aide d'un capteur infrarouge à ondes courtes embarqué. Il était là, et 2 minutes plus tard, il avait disparu. Le personnel militaire américain signale souvent avoir vu ces objets se déplacer d'une manière scientifiquement impossible, comme ce qu'un opérateur a observé au-dessus de la mer d'Arabie, en octobre 2020. Numéro 33. Le dossier déclassifié indique qu'un homme a remarqué un objet rond et froid, grâce à un capteur infrarouge, se déplaçant à 319 degrés nord-ouest, à environ 32 km/h. L'impossible était que l'objet pouvait, je cite, changer brusquement de direction, ce que les avions ne peuvent pas faire. Comme les cas suivants, ceux-ci ont été gardés secrets du public. Numéro 32. Pendant des années, les autorités américaines ont minimisé publiquement les ovnis, affirmant qu'ils ne représentaient aucune menace majeure, tout en les étudiant discrètement à travers une série de programmes secrets, Projet Sign, Projet Grudge, et plus tard, Projet Blue Book. Un des cas qui s'est retrouvé dans ces dossiers concernait un DC-6 d'American Airlines quittant l'aéroport national de Washington en 1950. Peu de temps après le décollage, l'équipage a rencontré ce que le pilote a décrit comme un objet brillant et lumineux, se dirigeant directement vers l'appareil. Comme je regardais à ma gauche, a rapporté plus tard le pilote, l'objet semblait s'arrêter. Il l'a décrit comme parfaitement profilé, sans aile ni empennage. L'objet a ensuite manœuvré autour de l'appareil, s'est déplacé du côté droit de l'avion, et l'a accompagné brièvement avant de soudainement accélérer au loin. Nous l'avons observé quelques secondes jusqu'à sa disparition à l'est, hors de vue, a déclaré le capitaine. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant ou depuis. Plus inquiétants encore étaient les rapports, signalant parfois l'apparition d'objets similaires près de certaines des installations nucléaires les plus sensibles des États-Unis. Numéro 31. En 1952, le FBI a reçu un message classifié. Des employés de la Commission américaine de l'énergie atomique à Savannah River, Caroline du Sud, ont vu 4 objets volants, en forme de disque, approcher l'usine, puis disparaître. Ils sont réapparus, puis ont de nouveau disparu, décrits comme étant de couleur dorée et se déplaçant à grande vitesse. Ils étaient totalement silencieux. Et cela devint simplement un autre rapport qui prit la poussière. Numéro 30. Comme celui fait par Monsieur John P. Leggy à Cotroy, Terre-Neuve, en juillet 1947. Leggy a dit aux autorités qu'il était devant son magasin quand quelque chose a illuminé le ciel. Ce n'était ni une étoile filante, ni un avion. Il n'avait jamais vu cela. Pendant environ 15 secondes, il a vu cette chose traverser le ciel nocturne. Un objet en forme de disque, suivi d'une traînée lumineuse en forme de cône. Et c'est tout. Le rapport a été classé confidentiel et caché pendant de nombreuses décennies, tout comme ce prochain rapport déclassifié, qui est encore plus stupéfiant. Numéro 29.
Lorsque Madame Lenore Corey a écrit au directeur du renseignement militaire en août 1947, elle a tenu à préciser qu'elle ne voulait pas être considérée comme une victime de la psychologie de masse ou comme une illuminée. Elle était instruite. Elle ne s'intéressait pas aux histoires absurdes de soucoupes volantes, mais ce qu'elle affirmait avoir vu depuis la fenêtre d'un bus à Los Angeles ne pouvait pas être facilement expliqué. Un objet en forme de soucoupe traversant le ciel, suivi de plusieurs autres formant une traînée. De magnifiques rayons de lumière semblaient émaner de ces objets. Corey a pensé que l'armée américaine ne tirerait pas de rayons mystérieux au-dessus de la population de Los Angeles. Alors, qu'avait-elle exactement vu? Numéro 28. En 1952, des rapports de la CIA indiquaient que des soucoupes volantes avaient été aperçues zigzagant au-dessus des régions minières du Congo belge. Selon les dossiers, un pilote militaire belge a poursuivi l'un des objets à bord d'un avion à réaction et a réussi à s'en approcher à environ 120 mètres. Il a décrit l'appareil argenté, avec une partie inférieure rotative, pouvant dépasser Mach 1. Lorsqu'il accélérait, des flammes apparaissèrent derrière. La CIA a suivi l'affaire de près. À l'époque, l'agence avait un intérêt stratégique important pour le Congo et ses ressources naturelles. Pendant un certain temps, certaines régions du Royaume-Uni sont devenues un foyer d'observation d'OVNI. Numéro 27. Les coupures de presse du FBI retrouvées dans les dossiers incluent un reportage des médias britanniques datant du 3 décembre 1950. Des foules de football voient une soucoupe volante. Le reportage indiquait qu'un match de football avait dû être interrompu, alors que des centaines de supporters levaient les yeux et voyaient un étrange phénomène blanc traverser le ciel à toute vitesse. Près de là, un match de rugby s'est interrompu, quand les joueurs ont aperçu ce qui semblait être un vaisseau spatial extraterrestre. Les autorités américaines surveillaient de près la situation de l'autre côté de l'Atlantique. Mais malheureusement, la plupart des coupures de presse dans les dossiers ne sont pas accompagnées d'une explication sur ce que les agences américaines pensaient de ces événements étranges. Numéro 26. En octobre 2001, les Russes ont envoyé un message au département d'État américain niant avoir fait voler des avions mystérieux dans l'espace aérien géorgien et commencé à bombarder. Le ministère géorgien des Affaires étrangères a protesté. Les Russes ont répondu que ce n'était pas russe, donc sûrement un ovni. Les câbles confidentiels ont indiqué que les Russes font souvent des mensonges étranges et audacieux. Il semble que les ovnis puissent parfois servir d'excuse, mais peut-être que les Russes avaient des raisons. Passons maintenant à un véritable film d'horreur spatiale. Numéro 25. Des choses très étranges se sont produites lors de la mission Apollo 17. Le pilote du module de commande, Ronald Evans, a rapporté avoir vu des particules très brillantes dériver et tournoyer près du vaisseau pendant qu'il manœuvrait. Le pilote du module lunaire, Harrison Jack Schmitt, l'a soutenu, décrivant ce qu'il avait vu comme ressemblant au 4 juillet. Un autre astronaute, le commandant de mission Eugène A. Cernan, a vécu une expérience différente. Il n'avait pas pu dormir, disant qu'après avoir vu des traînées lumineuses, il avait aperçu une lumière intense et imposante, clignotant avec l'intensité des phares d'un train. Il croyait vraiment avoir vu ces choses, ce n'était pas simplement des phénomènes optiques. Et sur Terre, les choses devenaient aussi étranges. Numéro 24. La récente publication de dossiers montre à quel point le FBI était dévoué à collecter des articles de journaux liés aux ovnis. L'un d'eux, daté du 14 octobre 1957, mettait en avant le capitaine W.G. Hull, un pilote de Western Airlines qui auparavant avait publiquement déclaré que les ovnis étaient des absurdités. Mais il a changé d'avis lorsqu'il en a vu un lui-même à Mobile, en Alabama. Il pilotait un petit avion lorsqu'il a vu ce qu'il a décrit comme un météore brillant traversant le ciel. Sauf que cette météorite s'est simplement arrêtée et a fait demi-tour, ce qui est physiquement impossible. Elle a ensuite effectué une série de virages violents, le fascinant et l'effrayant. Et autant dire que cet ancien sceptique convaincu des ovnis était un homme changé. Il n'était pas le seul. Numéro 23. Cette même année, l'amiral à la retraite de la marine d'Elmer S. Farney, l'homme qui supervisait autrefois le programme de missiles guidés de l'Amérique, a fait un aveu glaçant. Il a affirmé avoir vu des preuves de la présence d'objets dans le ciel se déplaçant trop vite, trop intelligemment et de façon impossible pour appartenir aux États-Unis, à la Russie ou à d'autres. Il n'avait jamais prétendu avoir vu une soucoupe volante lui-même, mais il a précisé une chose. Il y avait quelque chose d'inexplicable là-dehors. C'était des gens sérieux, pas des illuminés. Et puis les soucoupes se sont transformées en cigares. Numéro 22. En 1954, des témoins ont juré avoir vu un objet en forme de cigare survoler Sétif, en Algérie. Un objet qui, selon les dossiers de la CIA, laissait derrière lui une traînée bleue lumineuse. La même année, des dockers à Kuala Lumpur ont rapporté avoir vu un engin en forme de cigare filer au-dessus d'eux, laissant aussi une traînée. Ensuite,
Au cours des 5 jours suivants, des documents déclassifiés ont enregistré 3 autres observations distinctes à Kuala Lumpur d'une machine volante cylindrique, telle que décrite par les témoins. Quel était cet objet en forme de cigare? Des gens sur plusieurs continents continuaient à en signaler. Un groupe de randonneurs près de Saint-Mézard, en France, a tous décrit avoir vu la même chose. Un immense cigare volant se déplaçant silencieusement à environ 600 mètres au-dessus de leur tête. Les cigares volants étaient-ils réels? Numéro 21. Au fil des ans, les États-Unis ont pris ces rapports au sérieux. Les experts expliquaient la plupart par des phénomènes naturels, mais environ 20% restaient trop étranges pour être rationnels. Quant à l'explication rationnelle, un homme fréquemment cité dans les dossiers déclassifiés a affirmé connaître précisément la nature de ces machines. Numéro 20. George Klein fut un scientifique de haut niveau durant la guerre pour le ministère nazi de la production de guerre. Il faisait partie de ceux qui disaient que les soucoupes volantes nazies existaient. Lorsque le FBI collectait des coupures de journaux, l'une montrait George Klein affirmant que ces ovnis n'étaient en fait que des super-armes fabriquées par les États-Unis et la Russie, après avoir récupéré des scientifiques nazis à la fin de la guerre. Le problème avec cette théorie, c'est qu'aucune arme miracle nazie de ce type n'a jamais été découverte. Pourtant, George Klein a insisté sur le fait qu'il avait personnellement travaillé sur un prototype de soucoupe volante nazie, dont il affirmait qu'elle pouvait monter à 12 000 mètres en seulement 3 minutes. À cette époque, aucun appareil connu du public sur Terre ne réalisait une telle performance. Peut-être que George Klein mentait, peut-être qu'il exagérait, ou peut-être que les superpuissances du monde développaient réellement des technologies bien au-delà de tout ce que le public savait exister. Numéro 19. En 1954, le major James Zicciarelli a déclaré avoir vu un ovni à la base aérienne de Brooklyn, en Alabama. Il l'a décrit comme un avion qu'il n'avait jamais vu auparavant, avec des ailes courtes et trapues. Lui et d'autres, sur la base, l'ont vu au radar, disant qu'il se déplaçait avec grâce et sans bruit avant de disparaître. D'autres observations similaires ont eu lieu en Europe. Numéro 18. En Suède, Bengt Nordenskjöld, chef de l'armée de l'air, a affirmé que son personnel avait observé un phénomène impossible sur la côte baltique. Les témoins ont décrit un disque métallique se déplaçant d'une façon impossible pour un avion classique. Selon les rapports, il a volé plus vite que la vitesse du son à une altitude d'environ 5000 pieds. L'observation a été d'autant plus troublante qu'elle s'est produite près d'une ancienne installation de recherche nazie, désormais sous contrôle soviétique. Mais un homme avait une explication différente. Numéro 17, le major Donald Keyhoe, ancien pilote du corps des Marines, avait une théorie très différente de celle de Klein. Dans des déclarations qui ont ensuite été retrouvées dans des dossiers classifiés, Keyhoe affirmait que les soucoupes volantes n'étaient pas du tout des super-armes secrètes. Il s'agissait d'engins interplanétaires pilotés par une civilisation extraterrestre. Keyhoe, qui aurait dû mieux comprendre l'armée de l'air que la plupart des civils, affirmait que le gouvernement américain le savait déjà. Elle cachait délibérément la vérité pour éviter une panique publique. L'armée de l'air a réagi très fermement. Les responsables ont affirmé poursuivre les enquêtes sur les signalements d'OVNI, tout en refusant d'admettre publiquement la réalité ou l'origine extraterrestre des soucoupes volantes. Alors, qu'est-ce que les experts pensaient réellement à huis clos? Numéro 16. Le 5 mai 1955, l'US Air Force a publié le rapport spécial numéro 14, intitulé « Analyse des rapports d'objets aériens non identifiés ». L'étude a examiné environ 4000 observations d'OVNI, signalées principalement par des citoyens ordinaires, mais aussi par du personnel militaire, des policiers, des pilotes et d'autres responsables. Le rapport a conclu que de nombreux événements inexpliqués manquaient de mesures fiables ou de preuves physiques suffisantes pour tirer des conclusions fermes. C'était l'une des plus grandes études officielles sur les ovnis. Sa conclusion générale était qu'il était hautement improbable que les objets aériens non identifiés soient d'origine extraterrestre. Le rapport a aussi reconnu que plusieurs observations restaient inexpliquées. Les conclusions n'ont pas fait l'unanimité. Numéro 15. Edward James Ruppelt, directeur du projet Blue Book, généralement reconnu pour avoir remplacé soucoupe volante par OVNI, a qualifié le communiqué de l'armée de sans valeur. Il a écrit un livre sur le sujet, affirmant que nous sommes coincés avec les ovnis. Selon lui, ils ne pouvaient pas tous être expliqués, mais les enquêtes restaient faibles. C'était un texte important. Remplacer soucoupe volante par OVNI était plus conforme au raisonnement scientifique, mais les humains étaient revenus à la case départ, nous ne savions rien. Enfin, peut-être. Numéro 14. En 1960, Roscoe H. Hillenkoetter, ancien directeur de la CIA et plus tard membre du conseil du Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens,
a lâché une bombe dans un article publié dans le New York Times. Cet homme était une figure majeure du renseignement américain. Et maintenant, il affirmait que l'US Air Force réduisait ses propres personnels au silence à propos des ovnis pour cacher la vérité. Il a affirmé que des officiers supérieurs de l'US Air Force sont très préoccupés par les ovnis en coulisses. Le secret officiel et le ridicule poussent beaucoup à penser que les ovnis sont absurdes. Il s'est trompé sur certains aspects. Tout le personnel n'a pas été réduit au silence. Numéro 13. Le mécanicien d'essai du B-29, Robert B. Gardner, a déclaré avoir aperçu 2 objets argentés verts survolant l'aéroport de San Francisco à une vitesse fulgurante. Il a dit qu'ils avaient la forme d'un cône tronqué aux 2 bouts et volaient à 12 000 pieds, à une vitesse de 1800 miles à l'heure. Nous étions en 1953, et à cette époque, l'appareil volant le plus rapide était le Bell X-1A, qui pouvait atteindre environ 1600 miles à l'heure. Existe-t-il des photographies crédibles de l'un de ces incidents ? Numéro 12. L'un des événements qui a intrigué les experts est la photographie prise par un couple dans une ferme à McMinnville, dans l'Oregon, en 1950. Paul et Evelyn Tran ont affirmé avoir vu un objet en forme de soucoupe d'environ 90 mètres de large planer au-dessus de leur propriété, avec ce qu'ils ont décrit comme une face inférieure plate. La CIA a discrètement examiné les photos, puis le magazine Life les a publiées mondialement. Avec le temps, les originaux et négatifs ont été analysés par des professionnels. En 1967, l'astronome William Hartmann de l'Université du Colorado, un scientifique chargé spécifiquement d'examiner de manière critique et de démystifier les affirmations concernant les ovnis, est parvenu à une conclusion surprenante. C'est l'un des rares rapports d'ovnis dans lesquels tous les facteurs étudiés, qu'ils soient géométriques, psychologiques ou physiques, semblaient cohérents avec l'affirmation selon laquelle un objet volant extraordinaire, argenté, métallique, en forme de disque, de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et manifestement artificiel, a volé sous les yeux de 2 témoins. Les trains n'ont jamais changé leur version. Des décennies plus tard, interviewés en 1997, alors qu'ils étaient déjà âgés, ils ont maintenu que la photo montrait exactement ce qu'ils avaient vu ce jour-là. Ils ont expliqué avoir d'abord hésité à publier les images, craignant que l'objet soit lié à un projet militaire secret. Et il y avait une autre image qui allait devenir légendaire. Numéro 11. L'un des documents du FBI daté du 8 juin 1967 nous montre qu'un homme nommé Paul Piarel a fourni à l'agence des informations qui prouvaient peut-être que les nazis avaient construit un ovni. Piarel a affirmé qu'il l'avait vu planer au-dessus de la forêt noire en 1944. Le document désormais déclassifié indique: pendant cette période, il a observé l'appareil décrit ci-dessus. De forme discoïde, il était télécommandé et doté de plusieurs moteurs à réaction sur son pourtour. La machine avait une section extérieure qui tournait autour d'un dôme central, tandis que le reste demeurait immobile. Il est intéressant de noter que les ovnis vus ressemblent souvent à ceux des films de science-fiction. Mais Piarel en a pris une photo. Tout ce qu'il en reste, c'est une photocopie d'un négatif, donc ce n'est pas très clair. Les événements les plus difficiles à expliquer sont ceux où plusieurs personnes ont vu la même chose. Numéro 10. Le 10 février 1951, juste avant, 1h du matin. Un avion de transport. Douglas RR-5D, de la marine américaine transportant 31 personnes, a traversé le ciel au-dessus de Keflavik, lorsque l'équipage a aperçu quelque chose d'impossible. À environ 450 mètres au-dessus de l'océan, un étrange objet lumineux est apparu sous eux. Il était silencieux, brillant, et se déplaçait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Apparemment, tout le monde à bord l'a vu. Un objet en forme de disque avec une lueur orange-rouge autour de son périmètre. À mesure que l'objet s'approchait, les pilotes ont déclaré que leurs instruments commençaient à tomber en panne. L'indicateur de cap a mal fonctionné, ainsi que la boussole magnétique et 2 radiogoniomètres. Lorsque l'avion s'est éloigné de l'objet, les instruments sont redevenus normaux. L'incident est resté classifié des années, mais les documents indiquent que les services de renseignement de la marine ont pris l'incident au sérieux. 9 mois plus tard, des enquêteurs auraient montré aux pilotes une parade d'identification de photos d'ovnis, pour savoir si l'une d'elles correspondait à ce qu'il avait vu au-dessus de l'Atlantique. Ce n'était pas un chercheur de publicité ou un excentrique en quête de célébrité. C'était un pilote militaire de confiance dont le témoignage a été considéré comme crédible par les enquêteurs. Tout comme cet homme suivant. Numéro 9. Encore une fois, en 1951, L. Gordon Cooper pilotait son F-90 Thunderjet en Allemagne, lorsqu'il a vu un groupe d'objets se déplacer d'une manière impossible pour l'ingénierie humaine. Il travaillera plus tard pour la NASA sur le projet Mercury, premier programme spatial américain.
Intelligent et digne de confiance, il a affirmé à ses supérieurs avoir vu une soucoupe métallique dans le ciel, ce qui a retenu leur attention. Après avoir pris sa retraite de la NASA avec le grade de colonel et 222 heures passées dans l'espace à son actif, il a écrit un livre affirmant que le gouvernement supprimait activement des informations sur les ovnis. Il a détaillé un autre incident en 1957, où son équipe avait filmé une soucoupe atterrie sur une base aérienne en Californie. Lorsqu'il a remis le film à Washington, tout est devenu silencieux. Il a été écarté de sa propre histoire. Jusqu'à la fin. Il était convaincu que le gouvernement cachait des ovnis. Certaines histoires semblaient trop folles pour une explication rationnelle. Numéro 8. Avec le temps, certains ont affirmé que la CIA utilisait les ovnis comme diversion. Cette idée contient peut-être une part de vérité, mais les documents déclassifiés révèlent une réalité plus complexe. Certaines personnes au sein de la CIA étaient, sur le papier, profondément préoccupées par ce qu'elles considéraient comme la crédulité croissante du public et la manière dont des puissances hostiles pourraient en profiter. Certains dossiers mentionnaient le risque d'une hystérie de masse orchestrée par les soviétiques ou d'une guerre psychologique fondée sur la panique autour des ovnis. Un document indiquait que l'agence devait réduire la crédulité actuelle du public et, par conséquent, sa vulnérabilité à la propagande. Cette préoccupation a contribué à la création du Commission Robertson en 1953, soutenu par la CIA et présidé par Howard P. Robertson, l'un des physiciens les plus respectés au monde. Sa mission était simple, enquêter sur le phénomène des soucoupes volantes et le démystifier une bonne fois pour toutes. Et lorsque le panel s'est enfin mis au travail, voici ce qui s'est passé. Numéro 7. La même année où le panel a été réuni, un major basé à la base aérienne George en Californie a rapporté avoir vu 5 énormes objets en forme de disque voler en formation au-dessus de la base. Il n'était pas le seul témoin. Dans les 12 semaines suivantes, 9 autres observations similaires ont été signalées sur le site. Puis, le même jour où le major a vu les disques, du personnel militaire à la base aérienne Davis Monthan en Arizona a rapporté avoir vu quelque chose d'aussi étrange. 12 objets non identifiés, volant en formation à des vitesses estimées entre 1500 et 2000 miles par heure. C'était le genre de performance qui dépassait tout ce que l'on connaissait publiquement dans les années 1950. Le légendaire Lockheed SR-71 Blackbird n'allait sortir du monde secret de la zone 51 qu'au milieu des années 1960. Ces observations de véhicules ultra rapides ne se limitaient pas aux États-Unis. En septembre 1953, des navires de guerre de l'OTAN lors de l'opération Manbrace traversèrent l'Atlantique Nord. Au cours de la mission, un commandant de la marine danoise et son équipage ont signalé un objet triangulaire lumineux, traversant le ciel à environ 900 miles à l'heure. Il émettait aussi une étrange lumière bleue. Les semaines suivantes, d'autres membres du personnel ont signalé des faits similaires, restés inexpliqués. Ensuite, un incident a eu lieu dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, où du personnel de l'ARAF a rapporté qu'un objet non identifié suivait un de leurs chasseurs météores en vol. Un aviateur a plus tard décrit l'objet comme un disque argenté, affirmant qu'il avait arrêté sa descente et était resté suspendu, tournant sur son axe. Puis il a accéléré à une vitesse incroyable vers l'ouest. Mais que s'est-il passé lorsque les enquêteurs ont cru avoir trouvé non seulement une observation, mais aussi une preuve physique réelle? Numéro 5. Arthur Stansel, un technicien lié au site d'essai du Nevada, allait plus tard entrer dans la légende des ovnis. Dans une déclaration sous serment, il a affirmé que le 21 mai 1953, il avait aidé à récupérer une partie d'un ovni écrasé près de Kingman, en Arizona. Selon son récit, l'objet était, je cite, « construit dans un métal inconnu, qui ressemblait à de l'aluminium brossé ». Il a dit que lui, et d'autres hommes, l'avaient sorti du sable où il s'était partiellement enfoncé après l'impact. L'appareil, affirmait-il, était de forme ovale, d'environ 9 mètres de diamètre, avec 2 sièges pivotants, et une cabine remplie d'instruments étranges. Il l'a ensuite décrit comme quelque chose que tant de gens avaient vu partout dans le monde. Un cigare en forme de goutte d'eau, un cigare profilé. Puis vint le détail qui, un jour, ferait sentir aux Américains qu'ils n'étaient pas seuls. Une tente dressée près de l'objet abritait selon lui les restes sans vie du seul occupant. Occupant, c'est-à-dire un extraterrestre. Alors, qu'est-ce que Stansel avait exactement affirmé avoir vu? Selon ses propres mots, l'être mesurait environ 1,20 m et avait le teint brun foncé. Il avait 2 paupières, 2 narines, 2 oreilles et une petite bouche. Il a dit qu'il portait une combinaison métallique argentée ainsi qu'une calotte faite du même matériau. Selon Stansel, il n'était pas seul. D'autres techniciens présents ce jour-là auraient vu la même chose. Voici maintenant la partie la plus étrange. Quatrièmement, dans des documents gouvernementaux classifiés, Arthur Stansel serait mentionné par des responsables du renseignement sous le nom de Fritz Werner.
Ces dossiers décrivent comment Stansell et d'autres techniciens auraient été transportés sur le site du crash à bord d'un bus aux vitres noircies. Puis, en 2024, un autre document concernant Werner est apparu en ligne. Il semblait contenir des messages échangés entre un responsable du gouvernement américain et Christophe Mellon, l'ancien membre du personnel du comité du renseignement du Sénat, qui s'est ensuite impliqué dans l'enquête du Pentagone sur les pannes. Dans cet échange, le responsable suggérait que la vérité sur l'accident de Kingman laisserait les gens bouche bée. Il évoquait l'incident comme une affaire toujours en cours, même dans les années 2020, déclarant « Nous recueillons toutes les informations possibles ». C'est le genre de langage qui pourrait être interprété comme un aveu que les autorités continuaient de supprimer ou de collecter des informations liées à l'affaire. Si elles étaient authentiques, les messages semblaient indiquer qu'un haut responsable supposé croyait qu'il y avait au moins une part de vérité derrière les affirmations extraordinaires de Stansell. La dernière série de documents publiés n'apporte guère de preuves concrètes à l'histoire de Kingman, mais ces allégations rappellent un événement survenu au Royaume-Uni. Troisièmement, après des années d'observation et une méfiance croissante envers les enquêtes ovnis de la CIA, le comité Condon fut créé. C'était un projet financé par l'US Air Force et l'Université du Colorado, pour étudier scientifiquement les objets volants non identifiés. L'un des cas qui a attiré l'attention du comité a eu lieu en 1956 à la base Air RAF Bentwaters, dans le Suffolk, en Angleterre. Les opérateurs radars ont suivi un objet se déplaçant à des milliers de miles à l'heure, puis soudainement, le radar en a affiché des dizaines. Selon les rapports, l'équipement a été vérifié et s'est avéré fonctionner correctement. Des témoins ont vu de petits objets tournoyer autour d'un plus grand, observés aussi par des militaires. Un phénomène similaire a eu lieu près de la base RAF de Lakenheath. Là-bas, l'objet a été détecté par radar et aussi observé visuellement. Les témoins l'ont décrit stoppant soudainement dans le ciel, accélérant puis se déplaçant à des vitesses incroyables. Le personnel de Lakenheath a contacté la RAF Nysted, également dans le Suffolk, qui a dépêché un chasseur de nuit de Havilland Venom pour intercepter la cible. L'équipage de 2 hommes du Venom a ensuite rapporté qu'ils avaient l'objet, à la fois sur le radar et en vue directe. Puis, sans avertissement, la cible est apparue derrière eux avant qu'ils ne puissent réagir. Finalement, le jet a manqué de carburant, a dû abandonner la poursuite et atterrir. Le rapport Condon décrira plus tard cet événement comme le cas le plus déroutant et inhabituel jamais examiné. Alors, que pouvaient bien être ces objets capables de distancer et de manœuvrer mieux que les avions militaires? Étaient-ils liés aux phénomènes signalés par les pilotes d'essai américains et les radars mondiaux durant la guerre froide? Deuxièmement, le pilote du X-15 Joseph Walker volait à Mach 4 lorsqu'il a dit à la radio « 2 ovnis viennent de passer au-dessus de moi. Ils sont passés juste à côté de lui. Ils volaient à 3400 miles à l'heure, aussi vite que tout avion. » Il a affirmé s'être approché à 60 mètres, et vu qu'ils étaient en forme de disque. Walker n'a jamais pu évoquer les ovnis plus tard, étant décédé dans un accident lors d'une formation en groupe en 1966. Mais ces paroles ont résonné chez le major Robert White, un autre pilote du X-15. Il volait à 314 000 pieds, lorsqu'il a vu plusieurs objets voler à proximité. Il a déclaré au magazine Time « Il y a des choses là-haut, il y en a absolument. » Ce dernier point est important. Premièrement, en 2014, The Guardian a posé une question. Plutôt que de dissimuler l'existence des extraterrestres, et si la véritable conspiration avait été de nous persuader d'y croire? L'article évoquait une opération psychologique liée à la CIA, où de faux documents classifiés sur les ovnis ont été volontairement diffusés au public. Ces documents, appelés dossier Majestic 12, seraient des fichiers secrets prouvant que des responsables américains ont caché des preuves de contact avec des extraterrestres pendant des décennies. Sauf que les documents ont été révélés comme étant des faux, de la désinformation conçue pour attiser l'hystérie autour des ovnis plutôt que de l'apaiser. Les conséquences ont détruit le chercheur sur les ovnis Paul Bennewitz. Après avoir reçu des informations prétendument divulguées par l'US Air Force, il a été persuadé que des extraterrestres étaient présents sur Terre. Il a ensuite subi une grave dépression psychologique. Ainsi, pendant des années, les dossiers nous montrent que les agences de renseignement avaient averti que le public américain était vulnérable à l'hystérie collective entourant les ovnis. Pourtant, certains affirmaient que des membres du monde de la sécurité nationale avaient activement attisé ces peurs. Pourquoi? Nul ne le sait. Mais certains chercheurs désignent le Psychological Strategy Board, organisme de la guerre froide chargé de coordonner opérations psychologiques et propagande américaine. Peu d'idées peuvent captiver l'imagination du public aussi efficacement que les ovnis et les petits hommes verts.
Tous les documents évoqués aujourd'hui sont authentiques, mais l'histoire montre que faits et fictions s'entremêlent souvent, surtout quand les gouvernements, la peur, la propagande et l'inconnu se télescopent. La vérité, c'était quelque part, là de corps, et elle pourrait être très humaine, ou peut-être pas. Mais si vous cherchez des preuves, elles ne sont plus seulement enfouies dans les dossiers du Pentagone. Elle apparaît lors de rencontres rapprochées, observées de près par du personnel qualifié sachant exactement ce qui devait, ou non, se trouver dans leur ciel. Découvrez ce qu'ils ont vu dans de véritables vidéos de l'armée américaine interceptant des ovnis, ou regardez ceci à la place.